Oui, depuis quand et de quelle manière ça a évolué? Alors, un engagement des jeunes dans l'armée depuis quelle époque? Vous voulez dire depuis les attentats? Pourquoi pas faire un avant-après? Pourquoi pas? Alors, bon, si on repart sur une ligne chronologique depuis les attentats effectivement qui ont touché la France ces dernières années, effectivement il y a eu un élan patriotique, je dirais après les attentats, qui a conduit les gens à se rendre un petit peu dans les bureaux de recrutement des armées, de l'armée de terre en particulier, mais aussi dans l'armée de l'air, pour savoir comment ils pouvaient servir leur pays, mais c'était beaucoup des gens qui voulaient servir dans le cadre de la réserve. C'est-à-dire des gens qui avaient déjà un emploi dans le secteur civil et qui disaient, voilà, ben, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Or, nous, si vous voulez, en tant qu'organisme de recrutement, bon, effectivement, on donne des renseignements sur la réserve, mais on travaille beaucoup sur des jeunes qui sortent du parcours scolaire avec le bac ou le BTS et qui veulent vraiment embrasser une carrière militaire au propre sens du terme. D'accord. Donc, si vous voulez, l'effet que ça a provoqué, c'est peut-être des gens qui étaient des jeunes qui étaient un petit peu indécis sur le dépôt de dossier, qui ont franchi le pas et qui sont venus vraiment chez nous pour dire voilà, bah effectivement ça me fait passer mon hésitation et là je vais vraiment déposer le dossier pour m'engager dans l'armée de l'air. D'accord. Donc là on a eu ce cas-là. Maintenant, si vous voulez, c'est toujours nominal, c'est-à-dire qu'on a quand même, pour vous dire, en fréquentation au mois d'août, on a eu 114 personnes qui sont venues en visite physique au CIRFA sur le mois d'août. Donc c'est quand même intéressant, sachant que Paris au mois d'août, bon, c'est quand même, Oui. je dirais, il y a beaucoup de touristes, mais les Parisiens, bon, partent quand même en vacances. Mais là, on a eu, malgré tout, on a eu ça, quoi. Donc c'est quand même significatif. Et au mois de septembre, on a eu le même nombre de visites. Je dirais à 2-3 près, on a eu le même nombre de visites. Voilà. Oui, donc c'était sur la durée, c'était pas uniquement un élan durant un mois. Ah tout à fait, non, mais là de toute façon depuis le début de l'année, on a, si vous voulez, chronologiquement, on a à peu près en moyenne, je dirais une centaine de visites par mois depuis le début de l'année 2018. D'accord. Donc là voilà, c'est vraiment constant, voilà. Il n'y a pas un pic, il n'y a pas une chute, il n'y a pas un pic, une augmentation significative, donc c'est vraiment constant. D'accord. Donc vous diriez que l'engagement militaire est toujours aussi populaire, si ce n'est plus de ce fait? Oh bah oui, tout à fait, parce que avec l'actualité, on le voit bien, les missions où l'armée de l'air, les théâtres d'opération sur lesquels l'armée de l'air est déployée, véhiculent quand même, puisque les jeunes, regardent pas forcément la télévision, mais au niveau des réseaux sociaux, ils se tiennent quand même relativement informés. Et puis après c'est un petit peu le bouche à oreille parce que quelquefois il y a des jeunes qui ont des camarades qui sont engagés dans l'armée de l'air ou dans l'armée de terre ou dans la marine, donc ils en parlent entre eux et c'est vrai que il y a quand même les jeunes sont quand même un petit peu au fait de ce que font les armées aujourd'hui. Malgré tout, il faut quand même communiquer, il faut qu'on continue à mener notre campagne de communication parce que c'est pas tous les jeunes, notamment les plus jeunes, ceux qui sont par exemple sur le point de passer le bac ou qui vont le passer bientôt ou qui l'ont déjà eu et qui sont en BTS, n'ont pas forcément les informations sur ce qu'on peut leur proposer en tant que professionnels dans l'armée de l'air. Oui, mais effectivement, vous pensez que les campagnes de publicité leur permettent aussi d'aller plus facilement vers les bureaux de recrutement? Ah écoutez, ça y contribue, mais de toute façon on a les campagnes de pub, donc à l'affichage national, et puis on a toutes nos démarches qu'on fait par ailleurs sur les réseaux sociaux, dans les lycées, dans les missions locales, auprès de Pôle emploi. Là on développe fortement un dispositif de sourcing, enfin on s'est mis au sourcing depuis quelques temps. Donc si vous voulez, c'est un ensemble de choses. La campagne de communication en termes d'affichage et de prise de parole, c'est une chose. C'est là effectivement pour occuper le paysage, ça contribue à notre recrutement, mais il n'y a pas que ça. Oui, d'accord. C'est pas suffisant. Oui. Il faut vraiment en permanence occuper le terrain. Voilà. Là, pour reprendre un terme bien militaire, il faut qu'on occupe le terrain. Voilà. Et en termes de nombre, comment dirais-je,
de parité, je dirais, en termes d'engagement. Vous avez une pseudo-égalité entre la présentation des femmes et des hommes? Alors nous sommes l'armée la plus féminisée des 3 armées, puisqu'on a à peu près 22% de personnel féminin. Bon, il y a moins effectivement de jeunes femmes que de jeunes hommes qui s'engagent. Pourquoi? Parce que bien souvent, les femmes ne savent pas forcément que tous les métiers leur sont ouverts chez nous. Donc là, c'est à nous de faire la pub. Mais idéalement, si on avait le même nombre de femmes, je dirais, qui passaient les tests par rapport aux garçons, on aurait 50% de personnel féminin dans nos rangs sans problème. Hein. D'accord. Ça, je pense que dans l'absolu, ça pourrait tout à fait être possible. Maintenant, comme il y en a moins qui passent les tests, il y en a forcément moins qui réussissent et forcément moins qui rentrent. Oui, c'est logique. C'est mécanique. Hein. Mais bon, voilà. Donc nous, on y travaille. Et puis, je vous donne un exemple. Sur les 4 conseillers en recrutement que j'ai 2 femmes. D'accord. Voilà. Donc là, la parité est complètement respectée. Voilà. C'est souvent que les jeunes, puisque je le vois quand on fait les salons, les jeunes, même les parents aussi pensent qu'on est embasé, encaserné, enfin qu'on n'a pas de vie, quoi. Ouais. Et ça c'est un petit peu embêtant, ça ternit un peu, je dirais, ou c'est pas que ça ternit, c'est que ça freine un petit peu les gens. Non, on n'est pas en caserné, on n'est pas en basé, c'est-à-dire que quand on fait sa spécialité, alors il y a les formations militaires et professionnelles où c'est sous le régime de l'internat, mais une fois qu'on a terminé, on est sur une base aérienne, on est dans un régiment, on est et on peut tout à fait avoir une vie de et on peut tout à fait avoir une vie, on peut tout à fait se marier, avoir des enfants, avoir une vie après. C'est que il y a des contingences professionnelles qui font que certaines spécialités ont des horaires décalés, ou alors sont en déplacement, mais ça fait partie du pactage dès le départ. Bien Tout sûr. comme le médecin urgentiste, il fait pas 8h, 17h, il peut être appelé à n'importe quel moment. Tout comme le policier, tout comme le pompier, tout comme l'avocat aussi qui peut faire une plaidoirie jusqu'à 1h du matin. Enfin, voilà. Oui. Chaque métier a ses exigences. Et le métier militaire, il n'y échappe pas, bien évidemment, à toutes les spécialités qu'on peut avoir. Oui. Voilà. Et c'est pas plus, pas moins. Voilà, c'est pas plus pas moins. Les gens qui travaillent dans certains domaines, je sais pas, je vais penser aux ressources humaines ou ils vont avoir par exemple un créneau 8h, 17h de rythme de travail. Maintenant le pilote de chasse, pilote de chasse c'est pilote de guerre, hein, soyons clairs. Donc c'est sûr que lui, s'il est sur la base aérienne de Saint-Dizier, il va pas rester sur la base aérienne de Saint-Dizier avec son avion en permanence. Il sera déployé en opération extérieure, il fera des exercices interalliés, interarmés. Forcément, à 17h, ça s'arrête pas, quoi. C'est sûr. Donc, effectivement, après, mais ça, il le sait au départ, c'est bien codifié, quoi.